Bon après-midi à tout le monde. Vous êtes la bienvenue à cette opportunité hebdomadaire qui consiste à mettre à votre disposition l'ensemble des événements marquants de la semaine internationale. Et pour la circonstance, nous allons nous focaliser à la date partant du lundi au samedi, lundi 10 mars au samedi 15 mars 2025 pour ramener à votre attention les événements marquants, les événements clés de la semaine internationale. Et commençons par vous rappeler que si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette page, nous vous invitons de bien vouloir vous y abonner, de bien vouloir partager nos contenus et surtout de nous livrer vos impressions à la section réservée aux commentaires. Il ne sera jamais largement suffisant de vous le rappeler. Votre soutien nous est ultra précieux. Le trafic est fondamental dans l'univers, dans l'économie numérique. Et la première thématique que nous voudrions rappeler à votre mémoire, c'est celle des droits de douane. Et nous vous avons mis en exergue la perception du président Donald Trump que cela représente pour lui un outil de pouvoir fondamentalement. Et sachez, on rappelle que le président américain Donald Trump a promulgué ce lundi un décret augmentant les droits de douane sur les importations de produits chinois aux États-Unis, portant le taux de 20 à 20% contre 10% précédemment. Sachez également, on rappelle que les droits de douane représentent un impôt appliqué sur les marchandises importées lors de leur passage à la frontière nationale, conçu principalement pour générer des recettes fiscales ou pour favoriser la compétitivité des produits nationaux par rapport aux produits internationaux. Ces droits sont déterminés en fonction de la valeur des marchandises, de la classification tarifaire et de leur pays d'origine. Donc, les décisions tarifaires prises par le président Donald Trump illustrent une stratégie complexe visant à réorienter les relations commerciales des États-Unis. Et en augmentant les droits de douane sur les importations, Trump cherche non seulement à protéger les industries nationales et à générer des revenus supplémentaires, mais aussi et peut-être surtout à affirmer une position de force sur la scène internationale. Deuxième thématique, le Canada sous la direction de Ghana. Et nous vous avions dit en analyse que la problématique qui se pose, c'est celle entre les défis internationaux du désormais Premier ministre canadien et puis les réformes économiques, parce que ce dernier arrive au pouvoir avec deux thématiques comme enjeux principaux. Sachez en information qu'après près d'une décennie à la tête du gouvernement, Justin Trudeau a cédé son poste dimanche à Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada. Le Parti libéral au pouvoir a élu Carney comme son nouveau leader et futur premier ministre. Le processus électoral qui s'est conclu le 9 mars marqua la fin de la course à la direction du parti. Le principal enjeu de ces élections au Canada et de l'arrivée au pouvoir de Mark Carney réside dans une question cruciale qui a dominé même d'ailleurs les discussions ces dernières semaines au Canada, qui est le candidat le mieux placé pour faire face à Donald Trump et à ses provocations. La classe politique canadienne était en quête d'un adversaire capable de confronter et de contrer l'influence
de Donald Trump. Le président américain qui a initié une guerre commerciale en imposant des droits de douane sur les produits canadiens et qui ne cesse d'affirmer son désir de voir le Canada devenir 51e État américain. Dans un discours d'adieu prononcé devant l'annonce des résultats dimanche, Justin Trudeau a d'ailleurs qualifié les menaces de Trump de défis existentiels pour le Canada. Deuxième enjeu majeur pour le nouveau Premier ministre réside dans la gestion d'un déficit colossal de plus de 60 milliards de dollars. Donc, Carney et son prochain gouvernement sont donc confrontés à la nécessité de réduire significativement les programmes sociaux pour disposer des ressources nécessaires afin de faire face à Trump. Ensuite, cette fois-ci, c'est en Afrique. Considérons, ou alors simplement rappelons, que la réélection de Patrice Motsepe met en parallèle deux problématiques, l'avenir de la CAF et les figures d'avenir, raison pour laquelle les prétentions et les horizons de l'actuel président de la Fédération camerounaise de football laissent à songer. Parce que progressivement, mais également méthodiquement, ce dernier, c'est-à-dire Samuel Eto'o-Fils, se positionne comme étant un enjeu crédible pour succéder à Patrice Motsepe lors des prochaines 4 ans plus tard, lorsqu'il va falloir élire le prochain président de la Confédération africaine de football. Cependant, sachez que le 12 mars, seul candidat à sa propre succession, Patrice Motsepe, a été réélu par acclamation pour un second mandat de 4 ans à la tête de la Confédération africaine de football, en abrégé CAF. Situation qui nous permet d'explorer brièvement la structure et le rôle de la CAF, ainsi que les enjeux autour de la candidature de Samuel Eto'o, président de la FICAFOOT, au comité exécutif de la CAF. Par ailleurs, elle nous permet d'appréhender l'ingérence de la FIFA dans le fonctionnement de l'instance dirigeante du football. Et sachez, en bref, que cette ingérence vise principalement à sécuriser les votes africains qui sont un peu plus de 54. Prochaine thématique, c'est l'arrestation de l'ancien président philippin Rodrigo Duterte par la Cour pénale internationale. Et la problématique que cela pose, c'est celle de la justice ou alors l'instrumentalisation par la Cour pénale internationale. Sachez cependant, en information, que l'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte, a été appréhendé le 11 mars à l'aéroport de Manille, conformément à un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale qui l'accuse de crimes contre l'humanité. La CPO a ouvert une enquête sur cette opération lancée en 2016, c'est-à-dire l'opération mise en place, élaborée par l'ancien président philippin Rodrigo Duterte, l'éradication complète du phénomène hyper développé de drogue, de la consommation, du trafic, de la production aux Philippines. Et il se trouve, selon les accusations, que les méthodes employées par ce dernier entraient en conflit avec la défense des droits de l'homme et surtout les droits principaux, les droits fondamentaux, comme le droit à la vie, parce qu'il est accusé d'avoir soit directement, soit indirectement occasionné le décès de plusieurs personnes. Ainsi,
En tant que premier ancien président philippin à être traduit devant la Cour pénale internationale, ce cas illustre non seulement les défis auxquels la CPI est confrontée en matière de coopération étatique, mais également la fragilité des alliances politiques. Parce qu'il faut le rappeler, Duterte, une fois parti du pouvoir, a été succédé par Marcos Junior, qui a eu une alliance avec la fille de Rodrigo Duterte, ayant occupé le poste de vice-présidente. Au départ de sa prise de pouvoir, tout se passait normalement, mais après une rupture entre les deux, c'est-à-dire le président et le vice-président, désormais, tout a tourné au vinaigre. Résultat des courses, le président Marcos Junior, qui jurait qu'il est impossible que les Philippines coopèrent avec la CPI pour mettre à disposition l'ancien président, aujourd'hui l'a tout simplement effectué en livrant son ancien président, chose qui n'avait jamais été faite par le passé, à cette institution internationale. Vous voyez, cette situation pourrait avoir des répercussions durables sur les relations entre les États et les institutions internationales, ainsi que sur la perception de la souveraineté nationale dans le cadre des enquêtes sur les violations des droits humains. Pour finir, le mouvement de contestation grandiose en Serbie et la problématique que ce mouvement de contestation pose est celui de la tragédie à la révolte, parce qu'il part d'une tragédie pauvrement prise en charge par les autorités, par l'ordre gouvernant en Serbie, ce pays, comme vous le savez, situé entre l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, avec une population d'environ 6,6 millions d'habitants. Sachez donc en introduction, ou alors tout simplement en information, que plus de 100 000 citoyens se sont mobilisés à Belgrade samedi dernier pour exprimer leur opposition à la corruption, selon les données fournies par le ministère intérieur. Rappelons que cette mobilisation sans précédent fait suite à des mois de contestation orchestrés par des étudiants serbes qui ont appelé à éviter la zone du Parlement en raison de ce qu'ils qualifient de provocation de la part des partisans du gouvernement. Les motivations de la révolte sont variées. Cependant, à ce stade, il est impossible de déterminer si nous assistons à une révolte financée par l'Occident. Ce n'est pas une hypothèse à exclure. Nous savons tous que par le passé, l'Occident a financé des révoltes, les présentant comme étant la volonté populaire, généralement pour écarter des dirigeants hostiles à leur position. Ça pose par ailleurs la problématique de la prédation. Une démocratie prédatrice et prétendument pacifique. D'une autre part, il nous est impossible pour le moment de déterminer ou alors de certifier avec les preuves que nous disposons qu'il s'agit bel et bien d'une volonté altruiste de voir des réformes opérées au sein de l'appareil gouvernemental. Parce que l'aspect déclencheur, l'élément déclencheur, c'est-à-dire les fondements de cet édifice public, que les étudiants accusent, à tort ou à raison, de toutes les manières à raison, parce que du moins sur ce fait, c'est établi, comme ayant été l'émanation d'une corruption.
est aujourd'hui mise en exergue parce que la foule réclame la démission de l'ordre gouvernant. D'ailleurs, le Premier ministre a déposé sa démission. Il y a eu d'autres réformes mises en place par le président Alexander Vučić pour pouvoir apaiser la population. La colère publique qui s'est donc manifestée à travers toutes les régions et groupes sociaux en Serbie ne découle pas seulement de la constatation de la corruption et de l'incompétence, mais aussi de la manière dont le gouvernement a géré la crise. Les représentants du Parti progressiste serbe et les médias sous influence gouvernementale ont tenté de présenter la tragédie comme une conséquence inévitable, presque naturelle, de la modernisation et de l'industrialisation, la qualifiant d'inconvénient mineur ne devant pas entraver la prétendue croissance économique. Erreur 404. Communication maladroite. En face d'une crise par l'ordre gouvernant, il y a, tenez-vous tranquille, 15 morts suite à cette maladresse, suite à cette erreur subventionnée par la corruption. En d'autres termes, si les procédures idoines avaient été mises en place pour l'exécution et la prestation de ce bien public, on n'en serait pas là. L'État, le gouvernement ne pouvait donc pas se dédouaner ostentatoirement de cette manière sans craindre que cela ne provoque et ne suscite une adhésion autour d'une volonté commune, notamment celle de chasser cet ordre gouvernant. Ça arrive souvent dans les pouvoirs perpétuels. Une certaine confiance mortifère, une certaine certitude mortifère qui conduit à l'écroulement des pouvoirs perpétuels par la prise des décisions maladroites et inadaptées. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons à continuer à nous suivre pour partager, pour bénéficier des analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci et à très bientôt.